Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec, nous, ce midi pour ce deuxième live meeting, du mouvement, des licornes. Merci à tous ceux qui sont, connectés et qui attendaient, patiemment dans la salle d'attente. Nous sommes enfin là et j'ai, la chance, donc moi, Salombo Silva, responsable des campagnes de financement, sur l'ITA, d'être accompagnée de 4 personnes, non pas 3 cette fois, mais 4 personnes, qui vont se présenter, juste après, pour, leur pitch individuel. Du coup, avec nous, on a, la chance d'avoir pour cette thématique, numérique responsable version coopérative Label Emmaüs avec Mozarda. On a aussi, 2 personnes de l'équipe de Télécope, donc Pierre, Paco et Perrine Hutin et on a aussi, une personne de l'équipe de Common avec Elia Sema. Merci à tous les 4 d'être, avec moi, ce midi pour échanger, autour, du projet, des licornes et aussi, votre projet, personnel au sein, de vos coopératives respectives. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, nous dire d'où vous vous connectez aussi. C'est toujours intéressant de savoir tous les territoires qui sont présentés, au sein d'un live. Je vais faire une mini introduction pour lancer, cet événement, en vous représentant peut-être les grandes lignes, des licornes et de la campagne en cours, sur l'ITA et puis, ensuite on aura, un temps d'échange, donc chaque coopérative aura, 7 minutes de pitch et ensuite on aura, un temps de questions-réponses d'au moins, 30-40 minutes, j'espère. Allez, c'est parti. Du coup, pour rappel, donc les licornes, ce sont 9 coopératives unies pour un nouveau modèle, de société. Donc ce sont 9 coopératives qui ont, décidé de s'engager pour une transition, radicale vers un modèle de société, écologique, mais aussi solidaire et démocratique. Donc qui se sont regroupés au sein d'une alliance, et dont, le nom détourne, sciemment celui des startups, valorisées à plus d'1 milliard de dollars, donc les licornes avec un seul O. Hem, Chacune des licornes du coup est créée, gérée, développée par des individus, optimistes et déterminés à faire bouger, les lignes. Donc ce sont des alternatives de consommation, de transparence financière, d'éthique professionnelle, de profitabilité, limitée, de politique salariale équitable et de parité, hommes-femmes. Donc autant d'enjeux, qui sont, portés par ces 9 coopératives, dans, leur démarche citoyenne. Leur secteur d'activité, ce sont, les services essentiels aux citoyens, donc qu'ils soient quotidiens ou occasionnels. Leur objectif commun, c'est plus de justice sociale et environnementale. Leur raison d'être, c'est, montrer qu'un système économique coopératif est possible pour en faire une nouvelle norme et leur force, du coup, c'est des milliers de citoyens et de citoyennes qui les soutiennent et qui, en deviennent sociétaires. Et pour tout cela, donc les licornes lancent un appel pour reprendre le pouvoir et transformer radicalement, l'économie et c'est pourquoi, heu, ils ont décidé de s'unir pour cette, multi-campagne sur l'ITA et j'espère que, vous en ferez tous partie, et que vous en faites peut-être déjà partie. Donc merci, à vous, heu, de montrer votre intérêt ce jour avec nous et au quotidien, peut-être en utilisant du coup, les services de ces 9 coopératives. Pour rappel, du coup, la levée de fonds, va se faire via des parts sociales. Donc une part sociale, c'est une part de capital d'une, entreprise ou d'une coopérative, donc non cotée en bourse. En détenir, c'est être copropriétaire d'une fraction de la coopérative et on devient alors, sociétaire avec un droit de vote en assemblée générale, selon le principe: «Une personne, une voix» et en plus de ça, je peux le dire parce que les 3 sont éligibles, aujourd'hui, donc vous avez en plus un avantage fiscal à, détenir des parts sociales dans une coopérative, c'est d'avoir accès à une réduction d'impôt à hauteur de 25. C'est non négligeable en ces temps de déclaration de revenus de l'IR 2021. Donc là, ce sera pour l'IR 2022, et on vous fournira du coup tous les documents, nécessaires pour le justifier auprès des impôts.
On a laissé le temps, je pense, suffisant aux retardataires de se connecter. Donc je vais maintenant, laisser place aux 3 coopératives et pour commencer du coup, on va, accueillir donc le pitch de 7 minutes de Mozarda qui représente donc Label Emmaüs, qui est la première boutique solidaire en ligne dont le catalogue est exclusivement alimenté par, les acteurs du mouvement Emmaüs et ses partenaires de l'ESS et qui forment leurs salariés en parcours d'insertion au métier du numérique. Mozarda, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es prête? Oui, je suis là et j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Bonjour à Je t'entends. tous. C'est C'est parti, je chouette te dans laisse. le dans le chat, on voit déjà, des témoignages de sociétaires, en fait, de différentes, coopératives des licornes, donc c'est chouette de voir la mobilisation de nos sociétaires aussi, existants pour être ambassadeurs de cette campagne. C'était aussi l'enjeu. Alors, Label Emmaüs, maintenant on a 6 ans quasiment. On est, 60 salariés et dans notre équipe, il y a 20 personnes qui sont en parcours d'insertion. Voilà, donc on est vraiment une entreprise d'insertion. On s'inscrit dans ce qu'on appelle, l'insertion par l'activité économique, qui est, une dimension importante, du mouvement, Emmaüs, évidemment. On a, 1 200 sociétaires, aussi bien des personnes, physiques, voilà, des individus, des sympathisants, que des personnes morales. Et dans les personnes morales, ce sont beaucoup des structures Emmaüs ou des structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur notre marketplace, mais je vais expliquer un petit peu nos différentes activités, juste après. Donc Label Emmaüs, pourquoi? Qu'est-ce que c'est aussi dans la galaxie un petit peu Emmaüs? Emmaüs France, tête de réseau du mouvement Emmaüs, regroupe 300 structures juridiques autonomes, hein, les unes des autres. Et dans ces 300 structures juridiques, on va retrouver Label Emmaüs, mais on va retrouver aussi la Fondation Abbé Pierre, on va retrouver les communautés Emmaüs qui accueillent des compagnons, des compagnes, on va retrouver le relais des conteneurs à vêtements qu'on voit souvent sur la voie publique. Voilà, donc Emmaüs, c'est vraiment très large. Label Emmaüs, c'est né il y a quelques années de la volonté d'exister en ligne. En gros, quand on est né, ça faisait déjà 20 ans qu'Amazon existait, ça faisait déjà 10 ans que Le Bon Coin existait. Et nous, Emmaüs, avec 450 points de vente partout en France, eh ben, on n'avait aucune existence en ligne. Et il était vraiment urgent, d'en créer une. Alors, dans nos rêves les plus fous, oui, on aimerait bien détrôner un petit peu ces géants, mais bon, surtout ce qui compte, c'est de proposer une alternative, et chacun fera ses choix, de consommation. Et donc, l'idée, c'est voilà, c'est d'exister comme une alternative en ligne face à ces géants, être un contre-modèle complètement à un Amazon à tout point de vue, dans le partage évidemment de la richesse, du pouvoir, dans le fait on a que des produits d'occasion, dans le fait que plus on va embaucher de personnes, notamment en insertion, plus on est content. Donc il y aura, je pense, j'espère, jamais de robots dans les entrepôts de Label Emmaüs. Voilà, et on veut montrer que les clients, finalement, ils sont contents aussi avec le service qu'on peut leur donner. Donc nous, notre marketplace aujourd'hui, il y a effectivement 1 700 000 produits. Tous ces produits, c'est très important, ils ont été référencés un à un par des personnes en insertion, par des compagnes, des compagnons, d'Emmaüs, mais aussi des gens en insertion dans des ressourceries, à la Croix-Rouge, chez Envie. Voilà, donc Label Emmaüs, c'est largement ouvert à tout l'ESS. On a 170 structures de l'ESS qui alimentent aujourd'hui le catalogue. Et c'est ces personnes qui font tout de A à Z, en fait, de la sélection des produits, au shooting des produits, à la gestion des commandes, au conditionnement des colis, le service client. C'est tout un tas de métiers, en fait, dans cette chaîne e-commerce que les personnes développent, sachant quand même que beaucoup ne maîtrisent pas bien le français, beaucoup n'utilisaient que très peu l'informatique. Donc, c'était un défi incroyable, quoi, il y a 5-6 ans quand on s'est lancé. Et le résultat, bah, aujourd'hui, il y a 9,2 clients sur 10 qui recommandent l'expérience d'achat Label Emmaüs à leur entourage. Donc, on est hyper heureux de ces retours, de ce niveau de satisfaction. Et ça nous a même donné envie d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans le projet d'insertion, de formation. On a créé une école
il y a 3 ans, qui s'appelle La Belle École. Et La Belle École, elle a formé, aujourd'hui plus de 200 personnes, des demandeurs d'emploi, divers et variés, voilà, de tout âge. Nous, on est dans un accueil qui se veut très, inconditionnel quoi, général, voilà. À partir du moment où les gens sont motivés, il y a pas de raison. La seule sélection, c'est de regarder le niveau de qualification académique et on prend plutôt des gens qui n'ont pas le bac, heu, beaucoup de décrocheurs, voilà et donc on les forme au métier du e-commerce. Une certification, qui est décrochée au bout de 5 mois. Donc voilà, ils ont un vrai diplôme équivalence bac+3 au bout de 5 mois, alors que c'est des personnes, qui étaient un peu fâchées avec l'école pour la plupart. On a aussi 2 entrepôts logistiques, donc un en Île-de-France, un dans le 47, dans le Lot-et-Garonne. Donc on teste un territoire rural, un territoire très urbain avec la même formule. En circuit court, on va chercher, des invendus, des fins de série d'entreprises, des surplus d'Emmaüs, tout ce qu'ils n'arrivent pas à écouler dans les points de vente physiques et on le trie. On essaie de donner encore une troisième vie, on peut dire quelque part, grâce au e-commerce. On arrive par exemple à sauver un livre sur 2 comme ça que les Emmaüs sont obligés de mettre au recyclage parce qu'ils le vendent pas en local. Donc on teste ça sur du mobilier, sur, voilà et notre projet vraiment, et c'est pour ça qu'on lève des fonds, hein, on a déjà fait des campagnes sur l'ITA, tout seul. Mais donc c'est cette levée de fonds, de nouveau là cette fois avec les licornes, pour nous c'est vraiment pour développer de nouveaux entrepôts logistiques. Si on pouvait en avoir un, dans chaque région de France, qui traite aussi bien du jouet, que de la vaisselle, il y a plein de filières en fait à explorer en termes de réemploi grâce au e-commerce et voilà donc du coup pour finir surtout le collectif des licornes, la Belle Emmaüs dans ce collectif. Pourquoi? Ça fait 3 ans qu'on fait des levées de fonds, tout seul. D'autres le font aussi tout seuls, enfin Railcoop a fait des levées de fonds avec, l'ITA, Enercoop, voilà, il y en a d'autres, c'est leur première levée de fonds comme Télécoop, ou Common sur l'ITA en tout cas. L'idée c'est que, c'est pareil pour tout le monde, hein, ensemble on est plus fort, hein, globalement, mais surtout on a un truc à défendre, ensemble d'unique. On n'intéressera jamais des business angels en fait, classiques, hein, parce que ce sont pas des actions, il y a pas de dividendes, il y a pas de système de capitalisation. Voilà, la part sociale, c'est un investissement qui est très engagé, très militant. C'est pas non plus un don, quoi, faut pas se tromper. Il y a quand même une déduction fiscale, aujourd'hui de 25 en laissant ses avoirs pendant 5 ans. Mais bien sûr, on est sur un modèle totalement différent de l'action, classique. Voilà et donc ensemble, on essaie, de passer ce message en fait d'une levée de fonds différente parce que finalement, enfin ce que je vous ai décrit pour la Belle Emmaüs, mais c'est pareil pour les autres, on a, des projets économiques d'ampleur. Face à nous, on a des géants et on s'inscrit dans des univers ultra concurrentiels. On a intérêt à aller vite, à investir, à avoir, du personnel qualifié aussi, avec les personnes en insertion qu'on a chez nous et voilà et pour ça, il faut de l'argent et pas que de la dette. On est aussi des entreprises qui avons besoin d'un capital solide, en fait, pour consolider, notre avenir. Voilà pour moi. Bravo Maud. Je dirais rien, ça faisait 7 minutes 50. Bravo, merci beaucoup. Petit rappel, vous pouvez poser des questions, aux intervenants. On y reviendra en deuxième temps. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans les questions. On enchaîne du coup, avec, la deuxième coopérative, qui traite aussi, du numérique sous une forme différente certes, Télécoop, donc qui est le premier opérateur télécom coopératif qui est soit engagé pour la transition, écologique et solidaire et du coup, on n'a pas non pas un mais 2 intervenants, donc Perrine et Pierre. Je vous laisse, le micro pour les 7 prochaines minutes. Merci Salomé, merci Maude pour cette présentation. Bonjour, je m'appelle Perrine Hutin, j'ai 37 ans. Je suis coporteuse de projet et responsable des sujets administratifs et financiers du Télécoop et je suis avec Pierre Paco aujourd'hui. Et bonjour tout le monde, du coup on va vous faire cette présentation à deux. Moi c'est Pierre Paco, j'ai 38 ans et je suis aussi cofondateur de Télécoop. Je m'occupe des opérations et de l'innovation. Alors je reviens sur pourquoi on a créé Télécoop. On a créé Télécoop parce qu'il y avait finalement depuis la privatisation du secteur des télécoms, il y a 40 ans, il n'y avait
un peu plus de 40 ans, il n'y avait aucun opérateur télécom qui proposait de réfléchir à l'impact environnemental et social croissant du numérique. On sait aujourd'hui que c'est plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est comme des mastodontes, un petit peu, hein, on peut faire le parallèle avec ce que Maud vient de dire, et ils ne bougeaient pas le petit doigt. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau à l'horizon. Une course effrénée à l'illimité, à la surconsommation, et pourtant, derrière, il y a réellement des ressources énergétiques, mais pas que. Hein. On commence un petit peu à entendre parler des problématiques de pénurie dans les ressources minières, etc. Et on sait qu'il y a 80% de l'impact aujourd'hui du numérique qui est lié au rythme de renouvellement de nos équipements connectés. Hein. Donc, Télécope, on est un petit peu plus jeune. On est peut-être, je crois, la plus jeune là, des trois structures présentes ce midi. On existe depuis 2 ans. Et évidemment, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, notre première proposition, hein, c'était de créer cet opérateur télécom qui propose des offres de téléphonie mobile, donc des forfaits. Hein. Aujourd'hui, il y a, je crois, plus de 98% de la population en France qui a un forfait de téléphonie mobile, qui doit vous permettre de réfléchir, d'être sensibilisé et de réduire l'impact écologique de nos usages numériques parce qu'on en a besoin pour atteindre nos objectifs collectifs, sociétaux. Aujourd'hui, chez Télécope, il y a une dizaine de salariés, on a une petite équipe et on a d'abord cette offre de téléphonie mobile qu'on appelle Sobriété, qui a été conçue pour prendre le contre-pied du marché. Et elle a été finalement conçue en réaction à toutes ces offres avec toujours plus de gigas et on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne comprend pas vers où on va, mais en tout cas, on sait qu'on va vers de la surconsommation, ça c'est sûr. Il y a aujourd'hui 4000 abonnés à notre forfait, à notre premier forfait. Et puis, comme on travaille beaucoup, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, j'ai vu qu'on avait quelques sociétaires et notre fan club, nos ambassadeurs qui sont là, certains d'entre vous, bonjour. À la suggestion, du coup, de nos soutiens de nos sociétaires, on vient de lancer un nouveau forfait, c'est le forfait transition. Celui-là, il s'adresse à un public un petit peu plus large, puisqu'il propose aussi un forfait de données mobiles. Jusqu'ici, on proposait de payer à la consommation réelle. Et là, on vient de lancer un forfait où il y a un petit paquet de données mobiles qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale pour que quand même on puisse réfléchir à nos usages. Mais surtout, il comprend un accompagnement financier à la réparation. Ça nous semble être important que le rôle de l'opérateur télécom, c'est aussi de casser ce modèle de je rachète un nouveau téléphone tous les ans, tous les 2 ans. La moyenne en France, elle est inférieure à 2 ans. Hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus circulaire, de plus local, qui crée des emplois, qui crée aussi des nouvelles formes de consommation sur les territoires, etc. Donc, nos objectifs pour cette année, c'est de doubler en taille, c'est d'aller chercher 4000 nouveaux abonnés d'ici la fin de l'année, grâce à ces 2 offres. Et une autre de nos caractéristiques importantes, hein, c'est notre service client. Il est en interne, c'est des vraies personnes que vous pouvez appeler au téléphone, avec lesquels vous pouvez échanger, basés en France. Ils sont internalisés dans l'équipe. Des fois, quand vous appelez, ça peut être l'un d'entre nous, ça peut être Perrine, ça peut être moi qui réponds. Donc, c'est important d'avoir ce visage humain et cet accompagnement. On n'est pas là juste pour faire un ajustement sur les factures, des choses comme ça. Il y a tout un volet de création de contenu et de sensibilisation et d'accompagnement dans la reprise en main de sa vie numérique qui fait partie de notre modèle. Donc, on passe du temps avec les gens, ce qui n'existe plus du tout chez aucun autre opérateur. Voilà. On a juste récemment fait aussi une enquête de satisfaction là auprès de nos clients qui sont là depuis 1 an, etc. Et on a eu des résultats. Aujourd'hui, 98% d'entre eux recommandent et sont satisfaits de l'offre, enfin du service du produit télécom. Merci Pierre. Du coup, aujourd'hui, notre stratégie d'acquisition, elle est principalement construite sur des partenariats et le bouche à oreille qu'on a renforcé cette année grâce à une offre de parrainage. Et aujourd'hui, on a environ 20% de nouveaux abonnés qui viennent grâce au parrainage. Donc, on a vraiment une communauté qui est engagée au sein du projet Télécope. Notre canal de distribution aujourd'hui, il est 100% en digital.
Pour expliquer un petit peu notre modèle économique, on a un modèle assez classique d'achat-revente, c'est-à-dire qu'on achète de la bande passante à Orange et on le revend avec toute notre valeur ajoutée d'opérateurs télécoms en faveur de la transition écologique. Ce modèle d'achat-revente, il a déjà été testé et validé par d'autres opérateurs télécoms avant nous, mais pas exactement sur le même modèle de transition écologique. Comme a évoqué Pierre tout à l'heure, Télécope, c'est une société coopérative à intérêt collectif. On fonctionne donc sur un principe coopératif classique avec une personne égale une voix. Au sein de Télécope, il y a 5 catégories de sociétaires. Les salariés, les clients, les partenaires, les bénévoles. Et on a une catégorie qui regroupe les membres fondateurs qui nous ont aidés à faire émerger le projet. Aujourd'hui, on a un peu plus de 600 sociétaires, ce qui nous a permis de construire un modèle où, du coup, le pouvoir est réparti auprès de toutes ces parties prenantes, de ces 5 catégories. En interne, on a aussi intégré un fonctionnement de partage équitable de la valeur, avec une charte RH qui comporte notamment une limitation des écarts de salaire de 1 à 5. Aujourd'hui, comme a dit Pierre, on est une toute petite structure, donc on a 10 salariés, 5 apprentis et 5 personnes en CDI, et les 5 personnes en CDI sont toutes au même salaire. On a aussi un modèle donc coopératif avec un mode de concertation participative avec nos abonnés et nos sociétaires. Ça c'est important pour nous parce que ça nous a permis, comme a dit Pierre aussi avec le forfait transition, de développer une nouvelles offres et du coup d'être à l'écoute des demandes de nos abonnés et de pouvoir mettre à jour nos offres pour suivre justement ces évolutions sociétales. Et du coup, voilà, on est là devant vous aujourd'hui parce qu'on fait partie des licornes. Et je ne vais pas redire tout ce que Maud a dit, mais on est à 100% derrière l'idée que être ensemble, créer un collectif qui aspire à transformer notre système économique et les modèles de consommation, c'est essentiel, même si aujourd'hui, on est face à des énormes acteurs. On ne va pas citer leur nom, mais dans les télécoms, on voit bien la mainmise qu'ils ont sur tout un tas de choses de notre vie quotidienne. Et du coup, pour notre ambition, c'est de devenir que cette coopérative, aux mains des citoyens, devienne un opérateur télécom à part entière, une alternative solide, totalement crédible. Et du coup, pour ça, on a l'offre mobile, on en a déjà parlé, mais on a aussi besoin de commencer à aller vers des offres de fournisseurs d'accès Internet, à la maison, au bureau, etc. On sait bien que ça fait partie du portefeuille de solutions de connexion qui sont essentielles aujourd'hui avec le déploiement de la fibre. On entend parler de beaucoup de problèmes autour de la fibre et du coup, on se pose aussi ces questions-là de comment est-ce que Télécom peut arriver et proposer quelque chose de différent. On voit bien qu'il y a des sujets, notamment dans les conditions de travail, la sous-traitance, il y a des sujets sur la qualité du service, les dysfonctionnements. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Et là, pour ça, évidemment, on a besoin, dans notre vision, d'avoir quelque chose en place de solide d'ici 5 ans. Il y a des investissements qu'on doit faire dès maintenant, en fait, pour commencer à se préparer, à se positionner sur ce secteur qui est un secteur, je dirais, en train de se transformer aussi. Du coup, c'est vraiment le bon moment aujourd'hui pour recruter quelqu'un, pour commencer à piloter les études de faisabilité et la mise en place de ces nouvelles offres. Et du coup, on est là aussi devant vous aujourd'hui parce qu'on a besoin de capital pour qu'on puisse préparer finalement ces futurs développements. Et on espère que vous adhérez à notre projet. Donc, grâce à votre soutien, on redonnera sa place à un numérique plus humain, plus résilient et éthique pour accompagner chacun d'entre nous, citoyens comme des organisations, à une transition écologique et sociale qui est nécessaire dans le numérique. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Perrine et Pierre. C'était un tout petit peu plus que 7 minutes, mais vous étiez 2, c'était totalement accepté. Merci. Écoutez, ça suscite beaucoup de questions, donc c'est chouette. On va enchaîner pour respecter les timings avec Common, du coup, qui est un fournisseur militant d'appareils électroniques éco-conçus cette fois et de services pour lutter contre l'obsolescence programmée. Élie, c'est à toi. Donc, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis Elias Simat, je suis un des 4 cofondateurs de Common. J'étais aussi celui qui portait l'idée au tout début, à l'origine.
Et donc le constat de Common, pour revenir un peu en arrière, donc ça a déjà été dit, donc Pierre l'a dit, mais c'est l'électronique a un impact vraiment fort en termes de pollution sous toutes ses formes. C'est pas que des gaz à effet de serre. Il y a vraiment des pollutions des eaux, pollution des sols. Il y a l'impact social des fois complètement désastreux d'enfants qui vont travailler dans les mines en Afrique. Enfin, il y a vraiment en fait au niveau de la chaîne de valeur de l'électronique vraiment plein de problèmes différents. Et tous ces problèmes sont concentrés sur la phase de production et une partie sur la phase de déchets électroniques, donc à la toute fin. Et donc évidemment, une façon simple de limiter tous ces problèmes, c'est de faire durer les appareils au maximum. Donc plus on va les faire durer, plus on va limiter le renouvellement des appareils, donc moins on va avoir besoin de produire, et donc plus on va limiter tous ces impacts-là. Donc, ceci étant dit, ok, donc l'objectif il est clair à la limite, mais le problème c'est qu'il y a une contradiction avec le modèle économique dominant, parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui elles produisent et vendent, donc Samsung, Apple, tout le monde en fait, hein, et donc là-dessus, à partir du moment où on est sur un marché saturé, donc aujourd'hui par exemple en France, quasiment tout le monde a un smartphone ou un ordinateur, donc on est sur des marchés avec des taux de pénétration très forts. Et à partir de là, s'il y a un appareil qui vient sur le marché neuf, donc un nouvel appareil qui est vendu, ça veut dire qu'il y en a un autre quelque part qui part à la poubelle. Et donc là, c'est un problème parce que ça veut dire que ces entreprises, pour continuer à tenir debout, elles ont besoin de vendre au même rythme. Et le problème, c'est que en vendant au même rythme, ça pousse au renouvellement. Donc c'est là où nous on intervient, on propose un autre modèle économique, donc en fait qui existe depuis les années 80, donc on n'a rien inventé. C'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et donc EFC. Et donc l'idée c'est que on va fournir un service. Et dans le service, il y a l'usage du bien et puis tout un tas de petits services qui permettent de faire durer l'appareil. Et là, c'est complètement différent puisque là, en fait, l'entreprise qui fournit le service, comme il y a un revenu récurrent des abonnements au service, donc plus longtemps l'appareil va être en service, plus longtemps l'entreprise va y gagner économiquement. Et donc là, on a complètement renversé le problème où on se retrouve à avoir remis ensemble l'intérêt économique et l'intérêt écologique de long terme. Donc ça, c'est le cœur de l'idée de Common. Et en fait, pour la petite histoire, c'est quand même vraiment arrivé avec, en gros, cet appareil-là. Donc ça, c'est mon Fairphone 2 que j'ai eu en précommande donc fin 2015, début 2016. Et à l'époque, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait Fairphone qui se lançait sur le côté faire des smartphones plus durables, mais qui avait toujours ce modèle économique de vente. Et donc, c'était complètement contradictoire, puisque à un moment donné, Fairphone allait se retrouver à pousser au renouvellement aussi, alors que c'était pas leur but, ou bien à couler parce qu'ils restaient cohérents. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là où il y a eu l'idée de dire, en fait, on peut essayer de mettre en place quelque chose qui a pour vocation à faire en sorte que des acteurs comme Fairphone, justement, puissent avoir une vision de long terme pérenne économiquement. Et c'est pour ça qu'on est en coopérative d'intérêt collectif, parce que ça permet de regrouper toutes les parties prenantes de l'électronique responsable. Donc, on va avoir évidemment les clients, donc ça c'est important, les employés, mais on a aussi un collège producteur, et puis évidemment un collège de soutien financier, donc pour le coup pour toutes les personnes comme les personnes qui participent dans le cadre de la levée à l'ITA qui permettent effectivement de consolider les fonds propres. Alors pour être clair, hein, tous les fournisseurs chez nous ne sont pas dans le collège producteur. Il y en a qui sont venus, d'autres non. C'est pareil, les clients, c'est pas obligatoire d'être client sociétaire chez nous. Ça peut être donc on a à peu près un tiers des clients qui deviennent sociétaires. Mais on a comme ça un projet vraiment cohérent et c'est un projet qui construit un bien commun. C'est-à-dire, ce qui est assez rigolo, c'est que pour la première fois, on se retrouve à avoir une masse de hardware, donc d'électronique, qui est juridiquement un bien commun. Et donc, en fait, on a beaucoup de communs, par exemple, logiciels, dans le logiciel libre, etc. Mais là, c'est un commun mat. Et ça a un effet assez vertueux. Donc, le petit bonus de ce modèle économique et aussi ce qui nous différencie de la concurrence, c'est que nous, on va s'engager fermement à jamais vendre un appareil. C'est-à-dire qu'on va faire ce service, mais à un moment, quand l'appareil nous revient parce qu'un client n'en veut plus, par exemple, on ne va pas dire c'est pas grave, on s'en débarrasse, on le revend à un grossiste ou au client directement. On va le garder et on va le reconditionner, le réparer, le remettre en service auprès de notre client, etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus du tout. Et à la fin, quand on ne peut plus, on le garde quand même parce que ça permet de prendre des pièces détachées sur un appareil qui serait irréparable et de réparer d'autres appareils qui sont toujours en service. Et donc ça, c'est un effet vachement intéressant du côté bien commun mutualisé, c'est qu'on va avoir des pièces détachées en commun plus longtemps que les constructeurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, tant que les constructeurs ont des pièces, on va l'acheter aux constructeurs.
Et quand les constructeurs disent non, c'est fini, on n'en produira plus, on n'en a plus en stock, et ben nous, on va pouvoir taper dans ce stock mutualisé qu'on a construit ensemble, en fait. Et ça, c'est vraiment unique. En fait, on est vraiment les seuls et ça nous différencie de la concurrence. Donc, typiquement, c'est pas la location longue durée qui est vertueuse. En fait, il faut faire attention à ça. Donc, il y a plein d'acteurs de location longue durée, location boulanger, la Fnac, Samsung, même, etc. Ce qui est vertueux, c'est l'engagement ferme à ne jamais se séparer d'un produit, parce que ça nous oblige à avoir la vision de long terme. Et un contre-exemple, c'est Samsung. Samsung, ils ont leur offre, c'est assez rigolo, c'est l'offre Up to You. Et leur slogan, quand ils sont sortis, c'était « Grâce à nous, changer de smartphone tous les 4 mois ». Donc, on sent bien qu'en fait, c'est l'inverse de l'objectif et c'est pas du tout de la location longue durée qui va être vertueuse, quoi. Donc voilà sur vraiment ce qu'on fait. Et donc après, où on en est, nous, ça fait donc 5 ans donc, qu'on existe, grosso modo. Et donc là, on a vraiment consolidé la preuve de concept. Donc on a 3000 appareils quasiment en service, avec une croissance assez forte qu'on essaye d'accélérer encore. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à viser du 100% de croissance et de maintenir ce rythme-là. Donc d'une part, évidemment, la levée de fonds, elle intervient dans ce cadre-là. Après, pour nous, la levée de fonds, c'est d'abord et avant tout être dans le collectif Licorne et faire la première action vraiment de masse avec les licornes. C'est quand même vraiment un beau projet qui a pris du temps. Enfin, le back-office de ça, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'était quand même assez costaud. Et donc, c'est vraiment une belle aventure et ça va être une première pierre dans d'autres actions. Alors, des fois, juste avec certaines licornes ou des fois tous ensemble. Et ça, c'est vraiment important. En parallèle de ça, je précise que donc on opère en France, en Belgique et on a commencé en Allemagne. Donc il y a une ambition qui est assez forte, avec une accélération notamment qui est à la fois pour les particuliers et les professionnels. Et là, on travaille sur une offre pour les collectivités. Donc en fait, le but pour nous, c'est maintenant, on sait qu'on a une offre qui est compétitive. On a travaillé là-dessus, notamment l'an dernier avec la refonte des offres. Et donc là, c'est la phase de coup d'accélérateur. Donc évidemment, ça veut dire agrandissement de la taille d'équipe. Donc là, on est une vingtaine aujourd'hui, une vingtaine, donc avec grosso modo moitié de CDI, moitié d'alternants. Mais en fait, plus le temps passe et plus les alternants deviennent des CDI. Donc là, cette année, il y a 4 CDI en plus là, et donc c'est a priori, on va stabiliser autour de 25 personnes et essayer d'avoir les prochaines étapes de scaling qui vont rester à équipe constante en optimisant les process. Donc on est plutôt là-dessus en termes de visibilité. Voilà, et donc après, l'idée, c'est d'arriver à transformer l'essai sur aussi le fait d'amener les producteurs dans cette vision de long terme. Donc en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que là, on a depuis assez récemment, donc pour les PC portables, c'était l'an dernier, une offre où en fait on va avoir un contrat très spécifique avec le fournisseur où on va acheter un peu moins cher et on va reverser une commission sur la location. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un fournisseur qui lui aussi a cet intérêt économique. Donc c'est un pied dans la porte un peu facile en fait, qui lui permet de se positionner sur ça va être rentable pour lui de regarder les pièces détachées sur le long terme, de faire de la maintenance logicielle sur le long terme, etc. Et donc on a fait ça donc avec les casques Gérard Street là, que j'ai sur les oreilles, les PC portables, et c'est en cours de négo avec Fairphone. Donc là, si on arrive à le faire avec Fairphone, on sera super content. C'est vraiment une grosse avancée d'arriver à accompagner en fait des fournisseurs un peu importants vers ce modèle vertueux d'économie de la fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est les grands objectifs de l'année. Je passe. Merci beaucoup, Élie. Eh bien, ça a suscité encore beaucoup de réactions. J'ai même vu des réactions emoji passer, donc les gens sont complètement alignés avec vos 3 pitchs. Merci à tous les 4. On va enchaîner sur les questions. Du coup, je vais les prendre dans l'ordre. J'ai vu que Maude et Pierre étaient impatients de répondre. Du coup, vous avez déjà des réponses à l'écrit pour certains. N'hésitez pas à aller les consulter. Pour les personnes qui nous suivent au replay, je vais les lire pour quand même avoir les éléments de réponse. Donc, la première question qui a été posée de Denis était pour Maude. Donc, merci pour ton intervention, Maude. Quels sont vos autres moyens de financement hors sociétariat? Est-ce que les collectivités vous soutiennent-elles? Maude, est-ce que tu veux lire rapidement ce que tu as répondu? Oui, alors effectivement, on a une part de subvention. Les collectivités, elles vont plutôt nous soutenir de façon ad hoc en fonction de projets. Donc, par exemple, quand on lance une nouvelle plateforme logistique, elles vont venir sur des axes de réemploi, nous soutenir à l'amorçage, en fait, sur pas mal d'investissements, un tout petit peu du fonctionnement.
Ensuite, on a des subventions qui sont un petit peu plus pérennes, liées à notre rôle d'insertion en fait, professionnelle. Donc, on va avoir, des aides au poste pour les personnes en insertion qu'on embauche. Donc ça, c'est le ministère du Travail. C'est la direction du travail, décentralisée sur les territoires qui va nous soutenir. On va dire voilà, grosso modo, les subventions dans notre budget, c'est 20 le reste, c'est du chiffre d'affaires. Parfait, merci beaucoup Maud. Ensuite, on Moi, enchaîne je veux bien compléter pour allez, Télécorp, même si la question n'était pas posée, mais je trouve que allez, c'est c'est un parti. sujet qui est intéressant parce que souvent, on nous pose la question, vous êtes des coopératives, c'est pas une asso, c'est pas truc, est-ce que vous avez quand même des subventions, etc. Oui, bon, en dehors des subventions classiques qui sont des subventions à la création d'entreprises, etc., on y a droit aussi, voilà, au début. Mais c'est pareil, sur des projets, nous, quand on est sur des axes de sensibilisation, quand on est sur des axes d'éducation populaire, sur des sujets qui vont au-delà de la vente de notre service, on va chercher aussi auprès des collectivités des subventions parce qu'on vient aussi intervenir sur un territoire, sur des problématiques qui sont sur des axes de lutte contre le réchauffement climatique, de sensibilisation, de changement des pratiques. Et là, c'est du registre, c'est de l'ordre de l'action public. Et du coup, finalement, Télécope est un relais de certaines formes de sensibilisation sur le numérique responsable. Et voilà, donc c'est un axe qu'on a commencé à développer et qu'on va continuer à développer. Merci beaucoup Pierre. Élie, tu veux compléter aussi pour Common? OK, ça marche. Non, pas sur celle-là. Enfin, il y a plein d'autres questions intéressantes. Oui, il y en a. Merci à tous ceux qui sont là et qui sont actifs. Bah, écoutez, on a une question, qui vous concerne tous les 3 pour la prochaine de Serge, qui, vous demande, comment est-ce que vous mesurez votre impact réel au sein de votre activité, et quels procédés utilisez-vous, pour cela? Maud, tu veux commencer peut-être pour reprendre l'ordre? Parfait. Oui, alors, donc nous, on s'évalue sur le social et sur l'environnemental. Donc on a une évaluation annuelle, sur le alors c'est plutôt interne, on n'a pas le budget pour, faire auditer tout ça, par de l'externe, mais on s'est formé notamment sur le bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est quelque chose d'obligatoire pour toute, organisation de plus de 500 salariés. Donc, nous, on se l'applique depuis qu'on est 30. Ça nous semble bien normal, on fait du e-commerce, donc il faut aussi quand même, c'est pas parce qu'on fait du social que, voilà, on a le droit de faire n'importe quoi environnementalement parlant. Et c'est pas le cas du tout, puisqu'on a même évalué qu'on était bien moins impactant qu'un magasin physique. Voilà, quelquefois, il y a des idées reçues aussi sur le e-commerce et son impact. Tout dépend comment on le fait et les pratiques. Je donne juste un exemple, on fait pas de livraison express, donc voilà, c'est comme ça, c'est un parti pris, les clients vont, attendre 3-4 jours pour, recevoir leur colis et ça ne leur pose visiblement aucun problème. Et ça, c'est un impact écologique, très important, cette forme de livraison. Beaucoup d'emballages récupérés aussi. Voilà, donc ça, le bilan carbone, on s'est formé avec l'association, Bilan Carbone qui nous a vraiment formés à ces matrices de calcul et cetera. On le fait chaque année et puis après l'impact social, on a été formé par un cabinet qui s'appelle Kimso, donc un cabinet, expert en évaluation sociale. Et chaque année, on a 50 indicateurs qu'on fait circuler, aussi auprès de nos vendeurs pour évaluer notre impact, aussi bien chez les gens en insertion dans les structures qui vendent sur Label Emmaüs que les gens qu'on a en insertion dans notre propre structure. Donc voilà, nous, on a évalué qu'en 5 ans, on avait formé plus de 1000 personnes au métier du e-commerce à travers l'école, indirectement avec la marketplace et dans nos équipes. Merci beaucoup Maud. Pierre et Perrine, vous voulez, répondre pour Télécope? Ouais, je peux peut-être commencer, tu compléteras Pierre. Donc nous, on est une structure qui est, comme disait Pierre, plus jeune que Label Emmaüs et Common, mais on a quand même commencé à réfléchir à notre impact, notamment à notre impact environnemental. Donc on a, ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé donc au moment où les abonnés rentrent, souscrivent un forfait, on leur demande de déclarer le nombre de gigas qu'ils consomment. Donc, c'est un montant déclaratif. Et à la fin de l'année, on a pu comparer cette donnée avec la donnée le nombre du giga qu'ils avaient consommé chez nous. Et donc, cet écart, ça nous a permis de voir les gigas qui ont été économisés, en fait, chez Télécope.
Et on a économisé du coup sur l'année 2021 21 000 gigas de données. Et ça représente, je crois, Pierre, à peu près 14 000 kilomètres parcourus en voiture. Donc, c'est un impact environnemental qui est assez significatif, qui a été évité avec progressivement 4 000 abonnés chez Télécom. Il faut savoir que le secteur des télécoms, c'est un secteur sur lequel, en fait, il y a un organisme, j'anticipe la prochaine question, mais parce que c'est lié, qui est assez régulé par l'ARCEP, qui est une autorité publique. Et Télécom, c'est aussi un levier de plaidoyer auprès de cet organe de régulation. Parce que si on veut avoir un impact, c'est pas seulement l'impact de Télécom, on ne mesure pas seulement sur ce que fait Télécom pour ses abonnés, c'est aussi le pouvoir transformatif de Télécom pour le secteur. Parce qu'évidemment, si on arrive à faire changer 1 mm Orange, Bouygues, SFR, ça peut avoir un effet levier énorme. Et du coup, on a passé aussi ces 2 dernières années beaucoup de temps avec l'ARCEP, l'ADEME, parce qu'il y a des groupes de travail en cours sur le changement des règles. Et il y a eu notamment une loi qui est passée, qui est la loi GEC, qui a obligé à rendre visible l'impact carbone de la consommation des services numériques, d'Internet. Et donc ça, c'est une première victoire. On a contribué à ces travaux et on continue. Maintenant, on est sur la prochaine étape. Il y a pas mal de dialogues encore sur ce qui s'appelle le groupe de travail numérique soutenable. Donc ça, c'est un des autres impacts de Télécom, certes un peu plus indirect, mais qui est important. Parce qu'il n'y avait aucune voix citoyenne. Je peux vous garantir qu'avant qu'on arrive, il n'y avait vraiment personne qui représentait une troisième voie au sein de ces organes pourtant publics. Donc, il y avait évidemment tous les gros qui étaient là. Je peux vous garantir qu'il y avait Google, je peux vous garantir qu'il y avait les Amazon et tous ces gens-là. Ils y sont dans ces groupes de travail à chaque fois. Et il n'y avait personne qui proposait une vision différente du monde numérique dans lequel on a envie de vivre demain. Et ça fait partie vraiment aussi de l'impact de Télécom et je pense de notre raison d'être. Je complète parce que c'est un petit peu moins mesurable, mais c'est quand même hyper important. Et si vous avez des idées de comment on mesure ça, on est preneur. Ok, bah j'enchaîne là-dessus. Donc effectivement, pour nous, il y a les deux aspects aussi. Donc il y a déjà notre activité directement. Donc et nous, pour nous, c'est les appareils et les appareils qu'on va mettre sur le marché et combien on va les faire durer. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le fait qu'on met sur le marché pour les smartphones, mais c'est beaucoup de Fairphone. Et Fairphone, ils ont eux-mêmes fait, enfin ils font à chaque fois qu'ils sortent un modèle une ACV, donc une analyse d'un cycle de vie vraiment complète, vraiment bien détaillée, et où on peut voir l'impact positif que ça a de mettre en service un Fairphone par rapport à un smartphone lambda. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, nous, l'idée, c'est on sait qu'on peut faire durer les Fairphone plus longtemps que quelqu'un qui aurait acheté chez Fairphone. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour être capable de dire qu'on a gagné vraiment complètement le pari, mais en fait, ce qu'on espère, c'est de pouvoir doubler le temps de vie des appareils qui sont chez nous comparé au même appareil acheté ailleurs. En fait. Sur les premiers modèles, on sait que c'est vrai, mais la question, c'est est-ce que ça va être toujours vrai, dans quelle mesure, etc. Donc ça, on va le caler avec le temps et ça va se faire progressivement. Mais je rebondis complètement donc, sur ce que Pierre vient de dire. Pour nous, on est tout à fait du même avis. C'est pas là où on a le principal impact. Même, je vais être même plus fort. En fait, moi, chez nous, c'est même beaucoup plus certain. C'est-à-dire, on sait qu'on aura toujours plus d'impact par du lobbying, du plaidoyer citoyen, que par les nombres d'appareils qu'on met sur le marché, même si on croît très vite, même si on passe des 100 000, 1 million d'appareils, ça sera toujours une goutte d'eau sur le marché mondial de l'électronique. Par contre, donc on est depuis 2018, donc quasiment depuis la création de Common, dans le groupe de travail de l'indice de réparabilité. On a été sollicité par l'ARCEP dans le rapport sur la 5G. On a fait aussi une conf pour France Stratégie, etc. Enfin, en fait, on fait vraiment chez nous, donc on considère qu'on a à peu près un mi-temps en permanence sur ces questions de plaidoyer citoyen. Et ça a vraiment un impact extrêmement fort. Donc, pour la petite histoire, la première grille de calcul de l'indice de réparabilité, qui est
certes très critiquable, et aujourd'hui donc on travaille sur l'indice de durabilité, donc ça va être justement l'étape d'après pour compléter et consolider. Mais cette première grille de calcul, en fait c'est donc Adrien qui est chargé de ça, et moi qui l'avons écrite. Et avec en face, donc on était invité par les Amis de la Terre pour essayer de les aider à secouer le panier de crabe où il y avait Apple, Samsung et les autres. Et en fait, ça a un impact vraiment, c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, quand on contraint la loi sur quelque chose qui touche au marché public européen à terme, puisque l'indice de réparabilité, ça a vocation à rentrer d'abord donc en France, mais ensuite au niveau européen dans des contraintes de marché public, mais en fait, les gros, ils s'alignent. Et donc moi, j'ai discuté avec le directeur RSE France de Microsoft il y a quelques temps sur le salon de Change Now, je ne sais plus quand, en 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il disait qu'au niveau mondial, ils ont changé leur façon de faire la Surface, qui est le produit phare de Microsoft, à cause de l'indice de réparabilité. Et en fait, ça se voit, c'est-à-dire que si on suit les notes de réparabilité sur iFixit de la Surface, pendant des années, c'est strictement 0. Et ces dernières années, c'est remonté en flèche. Et en fait, lui disait, c'était mais uniquement à cause de ça, parce qu'ils ont peur de perdre des marchés publics européens dans quelques années, à cause de ce qu'on fait dans ces instances-là, qui pourtant, le résultat de l'indice de réparabilité est vraiment extrêmement critiquable. Enfin, c'est vraiment un début, c'est vraiment, il y a plein de failles en fait dans ce truc. Mais pourtant, déjà, ça a un impact de dingue comparé à tout ce qu'on pourrait faire en termes de nombre d'appareils qu'on mettra en service. Donc effectivement, oui, on veut avoir de l'impact en créant de l'emploi local sur la réparation, en mettant en service des appareils qui sont conçus pour plus durer, en limitant l'impact des transports d'appareils, donc on fait de la livraison à vélo sur Strasbourg, des choses comme ça. Mais en fait, tout ça, à la fin, c'est ridicule face à ce qu'on peut faire au niveau législatif quand ça fait ployer les gros, quoi, en fait. Donc là, 100% avec Pierre là-dessus. Je passe. Merci beaucoup, Élie. Je pense que vos réponses à tous les trois ont suscité beaucoup de réactions, et je rejoins Sébastien dans le chat sur le fait qu'on pourrait faire un événement entièrement dédié à cette question. Mais pour contenir tous ceux qui sont derrière dans la liste d'attente des questions, on va continuer, mais on prend effectivement cette recommandation à cœur. Du coup, on avait une question de Robert sur le chat qui demandait comment les sociétaires ou leurs héritiers pouvaient-ils investir leurs fonds. Alors, j'imagine que c'est investir, il manquait un mot. Quelle est la liquidité de cet investissement? Alors, je vais me permettre de répondre en partie à cette question, si ça vous va. Donc concernant les souscriptions en parts sociales sur cette multi-campagne, je sais que certains ont peut-être l'habitude, notamment via Railcoop, je sais que c'était possible, et sûrement avec d'autres coopératives, d'acheter des parts sociales pour un tiers. Malheureusement, nous, sur l'ITA, c'est pas une option possible. Donc vous pouvez uniquement souscrire en tant que personne physique ou en tant que personne morale, mais du coup, pour vous-même, c'est totalement nominatif. Et sur la question de la liquidité de l'investissement, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, l'achat de parts sociales vous permet d'avoir accès à une réduction d'impôt à hauteur de 25%, et les conditions de cet avantage fiscal est que vous déteniez les parts au moins 5 ans dans la coopérative ou dans l'entreprise. Donc du coup, on s'est calé là-dessus pour estimer que le temps de l'investissement durerait à minima 5 ans. Et la plupart des coopératives, vous m'arrêtez toutes les 3 si je me trompe, ont un système d'achat de parts sociales réguliers qui permettent le rachat directement par les sociétaires. Mais il y a aussi des scénarios qui sont possibles de rachat des parts sociales des sociétaires par la coopérative elle-même. On enchaîne. Du coup, on a une question de Didier qui était pour Télécoop, et Pierre a déjà répondu, mais pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez peut-être le rappeler. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions sur des offres de téléphone à touche ou à écran à encre électronique qui ne seraient pas des smartphones? Pierre, si tu veux rapidement redonner. Oui, je disais que merci pour la question. Si je l'ai bien compris, on parle un peu, maintenant on appelle ça les dumb phones, les simple phones, mais en fait, c'est des téléphones qui existaient déjà depuis belle lurette. C'est nos 3310, quoi, en gros. Alors oui, on peut mettre, ça existe, je crois, avec des écrans électroniques maintenant, mais en fait, en réalité, il y en a beaucoup des téléphones comme ça, et ils ne sont pas valorisés beaucoup. Il y en a peut-être à vendre d'ailleurs dans les réseaux Emmaüs, et peut-être qu'Elie, tu pourras dire quelques mots de plus sur la partie équipement technique. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre forfait il a été conçu pour que ça puisse répondre aux besoins des personnes qui ont ce type d'usage. Voilà.
Ouais, je peux rebondir là-dessus parce qu'en fait, il y a un côté intéressant. Enfin, en fait, avec encre électronique, c'est des trucs très modernes. En fait, hein. Il y en a pas beaucoup. Il y a le Lightphone et il y a le Mudita Phone, le Mudita Pure. C'est des Polonais. Et donc, nous, on a testé le l'iPhone, mais finalement, on l'a pas sélectionné. C'est des Américains. Et la qualité, ils avaient un écran tactile qui n'était pas top. Par contre, le Mudita, donc on est en train de le tester. Je l'ai reçu, en fait, je l'ai reçu avant-hier. Et lui, on est ultra emballé. Donc c'est un projet qui est vraiment génial parce qu'ils veulent recentrer en Europe la production de téléphones, ce qui faut le dire comme c'est. En fait, on a perdu énormément de savoir-faire en Europe. Donc là, c'est du 100% européen, y compris sur l'assemblage final, ce qui aujourd'hui est toujours fait en Chine, ce genre de choses. Donc c'est vraiment cool. C'est fait en Pologne, donc avec un écran encre électronique, donc très basse consommation. Et un OS, donc un système d'exploitation open source. Donc ça, c'est absolument génial pour la durabilité. Et une coque conçue pour le réemploi. Donc c'est vraiment le projet, mais complètement. Enfin, nous, on est dingue du projet. Donc c'est à peu près certain qu'on va le fournir. La question, c'est est-ce que, en termes de qualité, ils vont être à la hauteur, puisque sur un petit projet innovant comme ça et qui vient juste de sortir sur le marché, souvent au début, il y a des aléas. Donc on va commencer par bien tester, s'assurer que ça tient la route et après, effectivement, on l'aura a priori au catalogue. Ouais. Et un bouton méditation. Et alors, ouais, il y a une application de méditation guidée déjà préinstallée. Et en fait, ils ont surtout un brevet pour un brevet qui confirme qui affirme que la radiation, donc le DAS, en fait, est extrêmement faible, beaucoup plus faible que tous les autres appareils du marché. Donc, en fait, pour les personnes aussi électrosensibles ou qui ont envie de pouvoir plaquer le téléphone sur leur tête sans trop avoir peur de ce qui pourrait se passer, et ben effectivement, c'est quand même cool aussi. Donc, c'est un projet qui est, on va dire, assez global, donc c'est assez intéressant à suivre. Par contre, c'est pas un smartphone, quoi. C'est pas un smartphone, et donc ça oblige vraiment à revenir à beaucoup de simplicité sur la vie quotidienne. Donc c'est vachement intéressant en termes d'usage, mais à suivre dans les mois qui viennent, quoi. Merci beaucoup à tous pour vos éléments de réponse. Je vois que sur le chat, on a Sébastien qui fait des recommandations aussi. Je vous invite à aller les consulter. D'ailleurs, la prochaine question est de Sébastien également. Donc, comme nos modèles Scope et ZUS ne courent pas après le profit, comment intéresser des investisseurs qui souhaitent un retour le plus rapide possible? Est-ce que l'ITA est désormais la seule alternative aux banques? Et au passage, merci l'ITA. Merci Sébastien. J'irai pas jusqu'à dire malheureusement qu'on ait une alternative aux banques. Elles ont des principes d'investissement voilà, bien particulières et sur certaines opérations, on vient en complément de ce qu'elles peuvent apporter. Mais peut-être que relié au statut d'une coopérative, effectivement, on pourrait être une des alternatives d'accès au financement. Est-ce que certains ont des éléments de réponse là-dessus parmi les COP? Ouais, moi je peux prendre le relais. En fait, nous, c'est un business quand même un peu particulier Common parce que forcément, dès qu'on a un nouveau client, ça veut dire qu'il faut un nouvel appareil qu'on a acheté et donc il faut un financement. Donc en fait, nous, on a vraiment, on va dire, très cash intensif, on va dire, et avec un bilan assez important par rapport à la taille de la structure. Et donc, on est toujours en recherche et donc forcément, on est très en contact avec les financeurs. Et en fait, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que nous, on est plutôt en position de refuser des financeurs, c'est-à-dire de faire le tri parmi les gens qui nous sollicitent, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement dédiés soit à l'économie sociale et solidaire, soit des fonds à impact, etc., qui sont fléchés pour des projets comme on veut. Donc en fait, sur le marché, il y a trop de cash, en fait. D'ailleurs, il y avait le DG, le directeur de la BPI à un moment qui disait « Oh là là, on a trop de milliards, on n'a pas assez de projets ». Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Alors, paradoxalement, évidemment, ils ont tellement peur de prendre des risques que le problème, c'est qu'il y a un filtre pour arriver à se faire financer qui est extrêmement fort. Et donc, il y a plein de projets qui n'arrivent pas à se faire financer malgré tout. Mais à la fin, une fois qu'on a un business model qui a fait ses preuves, en fait, il y a vraiment de la disponibilité. Donc, la question, c'est de connaître les bons acteurs. Donc, mais il y en a plein, des fonds spécialisés, et des banques aussi spécialisées. Donc, il y a la Nef qui est une licorne et le Crédit Coop. Et à deux, elles peuvent vraiment mettre sur la table des gros paquets, en fait. Ça peut financer quand même des gros montants. Donc, en fait, pour le moment, je vois pas de frein. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas besoin de ces investisseurs qui disent oui, mais moi, je suis un business angel, je veux du 20% d'intérêt et à partir de la deuxième année. En fait, on n'a pas besoin de ces gens-là.
il y a déjà trop de cash sur le marché. Le marché est trop instable. Donc, en fait, beaucoup de banques ont besoin de placements sécures. À partir du moment où on est suffisamment costaud pour avoir montré que, en fait, on va pas couler et que justement l'investissement il est sécure, ça va en fait. Là, je sors. On est vraiment sur une autre levée là pour le moment en même temps. J'en sors et vraiment pour donner. Je vais pas donner de nom parce que je pense que il me taperait sur les doigts. Mais il y a un de nos dossiers de financement qui était quand même un dossier à plus de 300K où j'ai dit qu'on avait ces besoins-là. Et à un moment, j'ai reçu quelques semaines plus tard un coup de fil en mode OK, c'est passé en comité, c'est validé, mais n'oubliez pas d'envoyer les documents quand même. Voilà, ça c'est pour dire en fait à quel point dans certains cas, c'est pas compliqué. En fait, il y a vraiment trop de cash. Sauf que si je peux compléter, Elie, ça coûte cher. Parce que là, ce que tu fais, c'est en titre participatif, j'imagine. Alors oui et non, en fait, parce qu'il y a des, en fait, on peut bidouiller. Mais là, oui, là, c'était un titre en TP. Mais en fait, nous, la masse des financements machines, c'est évidemment pas du TP, c'est beaucoup trop cher. Donc, ça va être du prêt bancaire et des fois des prêts. Enfin, vraiment, on a eu un prêt BPI de 300K avec un taux de 0,7 et un différé de 2 ans. Bien joué. Mais voilà, petit témoignage. C'était pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours aussi facile. Par contre, effectivement, il faut. Pour nous, on met beaucoup d'énergie là-dedans, en fait, parce que c'est au cœur de notre métier. Donc, en fait, on a besoin tout le temps de financement. Et il y a des dossiers qui passent facilement, comme dont je viens de parler, et d'autres qui sont où on rame beaucoup plus. Et donc, effectivement, ça dépend beaucoup du type de financeur. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, ça manque pas de masse de financement. C'est-à-dire, en fait, pour moi, je maintiens que je pense qu'on n'aura jamais besoin de finances classiques. Parce qu'en fait, il y a déjà, je sais pas, si on met ensemble l'ensemble des fonds spécialisés, on est déjà à des milliards de fonds qui cherchent des placements, en fait. Donc, en fait, effectivement, il y a des fonds qui coûtent cher, il y a des fonds qui sont difficiles à choper, mais par contre, ils sont là. En fait. Ouais, je prendrai pas trop de temps, mais je nuancerai, ouais. Parce que nous, en 6 ans, on a eu les fonds que tu as eu à l'amorçage. Donc, on a eu des France Active, des INCO. Au début, par l'ITA, c'était des types participatifs parce qu'on n'était pas en droit de faire de la part sociale. L'ITA n'avait pas le droit auprès de l'AMF, voilà, a obtenu enfin cet agrément. Donc, ça a été un combat quand même, parce qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait même pas faire de part sociale. Et le titre participatif, moi, je l'ai eu entre 5 et 7% quand même. Voilà, donc ça fait mal. C'est jamais considéré comme du fonds propre. On te dit que c'est du quasi fonds propre, mais quand même, c'est considéré comme de l'endettement. Quand tu vas voir du coup la BPI, la Caisse des dépôts, même des organismes comme ça, ils te considèrent comme trop endetté. Ils te disent, mais je comprends pas, vous avez qu'à faire augmenter votre capital. Et tu leur dis, oui, mais nous, en fait, on ne propose pas d'actions, donc c'est compliqué d'intéresser des investisseurs comme une SAS classique. C'est de la part sociale, ça prend plus de temps, on s'adresse quand même à des gens plus militants dans leur investissement. Voilà, donc c'est un combat quand même. Moi, si j'ai poussé pour cette levée de fonds aussi des licornes, c'est que je pense qu'il y a des lignes qu'il faut faire bouger dans l'investissement et que tout le monde doit s'y mettre, y compris le secteur de l'investissement, de la finance classique, qui doit changer ses petits fichiers Excel aussi, avec les cases qui se mettent en rouge, sur des facteurs de risque qui, comme tu l'as expliqué très bien, peuvent être évalués et on peut prouver, j'en suis sûre, que mettre de l'argent dans une coopérative comme nous, c'est bien moins risqué et c'est bien plus intéressant même financièrement qu'un livret A, un livret développement durable. Voilà, parce qu'on est sur 25% sur 5 ans, donc c'est du 5% par an. Voilà, mais c'est simplement qu'on nous dit qu'on est trop risqué. Donc, on est décoté. Du coup, on n'a qu'accès à des financements très chers. Donc, ça, c'est un combat vraiment à mener encore dans les années à venir. Carrément. Et c'est un combat qu'on ne va pas lâcher. Enfin, nous, on discute beaucoup c'est ainsi avec le Crédit Coop notamment, mais il va y avoir, je pense, des questions de créer. Enfin, moi, j'ai envie de pousser ça dans les licornes, de créer des véhicules spécialisés, quitte à le faire avec la nef, avec le Crédit Coop, etc. Il y a eu vaguement quelque chose dans le réseau des coopératives au niveau national qui était Coop Venture, mais qui correspond pas vraiment non plus. Donc, voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'émergence de Coop Venture, même si ça correspond pas, ça montre qu'on peut créer des véhicules spécialisés, qu'on peut les financer et peut-être que, en tout cas, moi, j'ai vu le besoin de financement de Common, je pense qu'on va quand même pas mal pousser pour aller dans ces eaux-là, parce qu'effectivement, j'ai parlé de dossiers faciles. Il y en a qui sont très 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 difficiles par contre, et donc à terme, on a quand même intérêt
à trouver, à se créer un tunnel vers ces masses de financement qui, par contre, existent, en fait, sont dispo, mais qu'il faut faire le pont, quoi. Pour toutes les coopératives. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est que notre levée de fonds des licornes, on n'est pas là juste pour notre petite chapelle, en fait. Déjà, on a fait cet effort de se mettre tous ensemble pour lever des fonds et c'est pas rien. Voilà, c'est quand même assez unique, hein. Généralement, chacun lève ses fonds de son côté. Nous, on laisse l'investisseur choisir sa licorne, ses licornes, mais tous ensemble, on se bat pour la levée de fonds des autres. Mais c'est pas que pour nous, c'est aussi pour toutes les coopératives et toutes les SIC en particulier dans les années à venir. C'est ça aussi, cette campagne. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais renforcer ça en soulignant le côté aussi pionnier de ce qu'on fait. Et je pense que plus on sera nombreux, collectivement, le message qui sera renvoyé à ces institutions à l'extérieur et ouvrir des brèches, en fait, dans un système qui n'est pas aujourd'hui calibré pour accompagner des entreprises innovantes socialement, écologiquement comme les nôtres. C'est un objectif. Et aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ça fait partie de l'impact de soutenir une des licornes dans le cadre de cette campagne, ou toutes, si vous en avez les moyens. Ça va créer des brèches dans un système qui aujourd'hui ne nous donne pas l'ensemble des moyens pour augmenter notre impact. Voilà. C'était juste, je souligne ce point parce que ça me semble être essentiel. L'action qu'on est en train de mener, c'est une action qu'on est en train de mener tous ensemble. Merci à tous pour vos éléments. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions de la part de ceux qui nous écoutent encore. Et vous avez répondu à des questions qui étaient plus élevées aussi, sur pourquoi ne pas avoir fait le choix du titre participatif. Donc, je pense que la réponse était assez claire. Et effectivement, j'ai oublié de le rappeler en introduction, mais c'est important de multiplier les tickets autant que vous le pouvez, hein. Je suis sûre que vous avez une ou deux ou même 3 coopératives qui vous ont fait tilt à la lecture des fiches projets. N'hésitez pas à multiplier les tickets d'investissement et c'est aussi important pour la réduction du risque de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a une question très intéressante. Elles sont toutes très intéressantes, hein, mais je vois que l'heure tourne. Du coup, si ça vous va, je pense que certaines seront répondues par la suite. Mais on a encore une question de Sébastien pour Maud et Ellie notamment sur comment lutter contre Back Market ou Vinted, pour ne citer que, qui se sont contentés du coup de surfer sur le reconditionné ou la seconde main, et ont pour effet d'accélérer la fast fashion et le renouvellement de matériel avec bonne conscience, entre guillemets. Ah ouais, là, on pourrait se faire un meeting d'1 heure au moins, minimum. Comment lutter, je pense comme on le fait, en essayant de rien que de faire de la pédagogie, en fait, parce que c'est vrai que naturellement, le consommateur, on lui raconte beaucoup de bêtises et ils ont beaucoup d'argent pour le faire. Donc, voilà, c'est vrai que sous couvert d'écologie, on est souvent sur des relais de croissance du neuf. On est aussi sur des relais de croissance de la finance ultra classique. Back Market, c'est 120 millions d'euros dans leur levée de fonds de Goldman Sachs. Voilà, ça pose 2-3 questions quand même pour des modèles qui sont censés sauver la planète et avec du reconditionné qui est souvent fait bien loin de chez nous. Bon voilà, donc c'est essayer de sensibiliser le consommateur, de passer dans des journaux, voilà. Il y a beaucoup de gens quand ils lisent les éléments explicatifs se rendent compte, quoi. Ils disent: «Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas vu Vinted comme ça, j'avais pas vu», parce qu'on est carrément sur des comportements addictifs très dangereux, en fait. Il y a des personnes qui témoignent de leur addiction à Vinted comme ils témoigneraient d'une addiction à la drogue. Vraiment, c'est les mêmes termes qui sont utilisés, donc c'est vraiment très inquiétant. Mais nous, c'est par du plaidoyer. Voilà, c'est du plaidoyer, c'est des vidéos, c'est des articles de presse. C'est voilà, c'est tout le temps prendre la parole sur ces sujets. Je peux compléter un peu et puis en plus ça va aussi, je pense, répondre à une autre question qui était un peu après sur l'histoire des tarifs. En fait, nous, on pense aussi que ça vaut le coup d'attaquer le marché sur le côté compétitivité, en fait, hein. C'est-à-dire que si on arrive à avoir une offre qui est suffisamment compétitive, en fait, on va juste
prendre des parts de marché. Et donc, on a beaucoup travaillé, notamment l'an dernier, sur la refonte des offres pour ça. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, il y a ce côté assez vertueux de plus on se sent fiable sur le long terme, et donc plus on peut dire un appareil va durer longtemps, plus on peut l'amortir sur longtemps, et donc plus on peut baisser nos mensualités. Donc, en fait, plus on va être quelque part écologique, plus on va avoir un tarif faible au niveau du prix direct, au niveau des mensualités pour le client. Et donc là typiquement, en fait, l'alternative qu'on va fournir, qu'on va proposer, si on arrive à grandir comme ça et à être compétitif et à mettre des moyens marketing suffisamment forts dessus, effectivement, alors nous, on n'est pas, on va dire, avec Label Emmaüs, c'est face à Amazon, c'est peut-être compliqué, mais nous, sur le segment spécifique de la location longue durée de matos, il y a plein de PME ou de groupes qu'on penserait très gros, genre boulanger, mais qui, en fait, quand on regarde des chiffres, on n'est pas si loin de ça que eux. En fait, c'est pas aussi prépondérant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un marché aussi fort. Et donc, on pense qu'on peut arriver à être solide dans ce marché-là à partir du moment où l'offre est compétitive assez vite. Et donc, ça peut leur couper un peu l'herbe sous le pied à terme si on arrive à aller assez vite, notamment sur les marchés publics. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des masses gigantesques, les marchés publics là-dessus. Donc, par exemple, je sais pas moi, la région Grand Est là, qui renouvelle qui donne un PC portable à tous les lycéens chaque année. C'est incroyable en fait. Là, on parle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers au niveau national, d'appareils tous les ans. C'est des marchés publics où à partir du moment où on est assez gros et assez légitime, on pourra taper là-dedans. Et en fait, là, pour le coup, on joue sur des plateformes de groupes qui sont importants, et donc ça peut être intéressant. Et pour ça, il faut être compétitif. Et donc, ça répond au côté, en fait, non, on peut toujours être compétitif malgré le fait de reverser une commission. Effectivement, ça veut dire qu'on accepte de céder une part de la marge sur le long terme. Cependant, nous, il faut regarder la compétitivité par rapport à d'autres services équivalents. C'est-à-dire que si vous achetez à la Fnac, mais que vous prenez en plus l'assurance Fnac qui correspond à nos services, là, on est compétitif. Si vous dites qu'est-ce qui se passe par rapport à juste j'achète ailleurs sans rien faire, évidemment, on n'est pas compétitif parce qu'il y a du service, mais en même temps, vous l'avez acheté. Donc, vous allez être tout seul au moment où il y a une réparation à faire. Quand il y aura plus de pièces sur le marché, vous n'allez plus pouvoir le réparer. Donc, en fait, de toute façon, l'achat de base, l'achat d'un appareil électronique neuf, c'est la meilleure façon de se garantir qu'il pourra d'être à la merci des aléas et qui ne pourra pas durer aussi longtemps qu'il faudrait. Donc en fait, à partir du moment où ça c'est vu et que vous êtes obligé de prendre un service pour le faire durer, que ce soit un service donc concurrent ou le nôtre, nous on a montré plusieurs fois qu'on pouvait être compétitif. Et d'ailleurs il y a un article de blog qu'on a fait il n'y a pas longtemps où on se compare à la concurrence et on montre qu'on est bien en dessous. Et on va continuer à travailler là-dessus pour que ça soit le cas, puisque en coopérative d'intérêt collectif, nous, si à un moment on se rend compte qu'il y a un peu trop de marge sur la durée, on va évidemment le répercuter sur des baisses de prix. Donc il y a ce côté très vertueux du statut juridique pour ce genre d'offre aussi, quoi. Donc voilà, donc je fais un peu les deux questions d'un coup, mais voilà, il y a cet autre chemin. Merci beaucoup, Maud et Elie. Et bien écoutez, on va s'arrêter là malheureusement. Je pense qu'on pourrait faire 3 autres sessions sur toutes ces questions. C'est assez inspirant et très passionnant. On a une dernière question d'Alexandra, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont me la poser après. Est-ce que vous êtes OK tous les 4 à ce qu'on partage à certains vos contacts pour continuer les échanges et les discussions? Je pense que c'est oui, vous me dites si c'est non. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. C'était hyper intéressant et je pense très inspirant pour la plupart d'entre nous. Vous savez quels sont les leviers d'action qui vous concernent. Vous êtes déjà sociétaire pour la plupart de certaines coopératives. Vous connaissez l'adresse de l'ITA. Je pense que Fanny vous a remis le lien de la campagne des licornes sur l'ITA où vous avez les 9 coopératives représentées. Si ce n'est pas fait, enregistrez des intentions, enregistrez des likes, demandez des dossiers et puis très prochainement, on ouvrira les souscriptions pour les 9 le même jour. Donc comme ça, vous pourrez souscrire directement et convertir votre intention en investissement. Merci à tous les 4. Si vous voulez donner un petit mot de fin, n'hésitez pas. Merci à tous. C'est juste. Merci. Et rejoignez-nous pour les 5 prochaines années. Au minimum. Minimum.
On va faire du bruit ensemble. Au C'est ça. revoir, bonne À journée. très bientôt. Bon appétit à tous et à toutes.